Est-ce que tu pourrais faire un petit récap, nous dire ce que tu fais aujourd'hui et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Donc, je m'appelle Antoine Peel, j'ai 23 ans. Je vais vous parler aujourd'hui de la van life et de tout ce qui s'en rapproche, donc les aspects un peu plus pratiques vis-à-vis de l'aménagement, un peu d'administratif aussi, qu'est-ce qu'il faut prévoir quand on part en van au niveau des assurances, de la mutuelle et autres. Vous parler, enfin vous donner plutôt quelques conseils, des astuces aussi. Mais avant toute chose, je vais quand même un peu me présenter. On va faire un bond plutôt dans le passé et vous expliquer ce que j'ai fait avant de partir. Et je terminerai plutôt de vous raconter ce que je fais aujourd'hui à la fin du webinaire, ça a plus de sens. Donc, je suis parti avec mon van le 11 novembre 2019. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'ai fait ce voyage. Avant ça, j'ai fait mes secondaires ici à Braine-l'Alleud, à Aubert-les-Monts, d'abord à Waterloo, puis ensuite à l'Institut Cardinal Mercier, puis à la Vallée-Bailly. J'ai terminé en sciences sociales. Puis à la sortie de mes secondaires, j'étais un peu perdu, comme beaucoup, je pense, à la fin de leurs études. Il y avait la grande question de est-ce que j'entame des études, est-ce que je travaille, est-ce que je fais une formation. Il y avait aussi les parents qui étaient un peu derrière moi à me demander, bon Antoine, qu'est-ce que tu fais? On aimerait bien quand même que tu nous proposes quelque chose de concret. Du coup, j'ai décidé de travailler et de ne pas faire d'études. Donc, j'ai bossé dans un bar à Waterloo avec, j'enchaînais un autre job en tant que livreur de pizza. Enfin, j'ai fait plusieurs petits boulots pendant un an pour mettre un peu d'argent de côté. J'avais pas encore à ce moment-là, du coup, l'idée de voyager en van, mais c'était un de mes rêves d'acheter une voiture à la base dans laquelle je pouvais simplement dormir et de me dire que peu importe où j'allais, j'avais de quoi dormir à l'arrière. Et fin de l'année, du coup, bah, mes parents m'ont dit, écoute, Antoine, tu vas pas travailler comme tu as fait cette année une deuxième fois. Parce qu'étant donné que j'ai travaillé dans le monde de la nuit, on va dire que mon hygiène de vie n'était pas des plus saines. Et c'est là que du coup, je leur ai dit, écoutez, je vais acheter une camionnette, je vais partir avec, je sais pas où, mais en tout cas, je me donne quelques mois pour un peu profiter de l'argent que j'ai mis de côté, et puis j'ai envie de voyager. Donc voilà, j'ai dit grossièrement, je fais un tour d'Europe avec comme objectif final d'aller au Maroc et de faire le tour du Maroc, et puis de continuer ma route, et on verra bien en fonction du timing et de mes finances si je vais plus loin après. Euh, Suite, du coup, j'ai acheté plutôt un véhicule qui est un Mercedes Vito en septembre, grâce à mon papa qui travaille chez Mercedes et qui m'a bien aidé du coup sur ce coup-là, parce que sans lui, je ne l'aurais pas trouvé. À l'époque, je l'avais acheté, ce véhicule, 4 500 euros. Donc c'était un prix relativement raisonnable. J'ai dû faire quelques entretiens dessus, remplacer quelques éléments. Donc au total, je crois que je m'en suis sorti pour 6 000 euros, tout compris pour un véhicule fiable qui roule bien. Euh, voilà, et puis ensuite, j'ai démarré mon voyage, mais je pense que j'en reparlerai peut-être après, parce que dans la to-do que tu m'avais envoyée, il y avait d'autres questions avant. Mais du coup, on va faire comme tu as dit dans l'ordre. Donc, on va plutôt parler d'abord avant le voyage. Mhm. Euh, Au niveau de l'achat de ton van, voilà, ça s'est passé comment? Tu as des bons plans? Tu as des arnaques à éviter? Fais-nous un peu le point. Bah donc, c'est mon papa pour le mien qui m'a aidé, mais sinon, il y a pas mal de sites d'occasion qui existent pour en trouver. Il y a Deuxième Main, Autoscout, Marketplace sur Facebook. Puis finalement, le via-via, regarder sur Internet dans certains garages qui vendent des utilitaires, appeler directement les garages et expliquer votre projet. Parce que potentiellement, que sur le coup, les garages vont peut-être pas avoir de véhicules adaptés, mais si vous leur dites retenez bien mes coordonnées ou prenez en note, ils vont sûrement vous rappeler par la suite s'ils trouvent chaussures à votre pied. Donc voilà, faut pas hésiter à prendre des initiatives à ce niveau-là. Pour les arnaques, ben ça, malheureusement, c'est un peu la loterie, même si je pense que ça court pas les rues, les arnaques au niveau des véhicules, surtout pour les utilitaires. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est lorsque vous l'achetez et que vous donnez vraiment l'argent à l'acheteur. Déjà, tout d'abord, signez bien un contrat de vente en bonne et due forme, avec une photo recto verso de la carte d'identité du vendeur. Comme ça, en cas de souci, vous avez tout de même une preuve d'identité. Sinon, au niveau des pièges, bah,
Il y a certains modèles de véhicules qui sont à déconseiller. Je pense à certaines motorisations de Ford Transit, mais je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de forums qui en parlent. Et une astuce que peu de gens savent, et je vous invite vraiment à l'écrire parce qu'elle vous sera utile si vous passez le cap de l'achat, c'est que peu importe la marque du véhicule, il y a toujours un numéro de châssis forcément sur ce véhicule-là, et vous pouvez tout à fait appeler un garage de la marque et leur dire, voilà, je viens d'acheter un Mercedes Vito, le numéro de châssis c'est ceci, est-ce que vous pourriez me donner un peu l'historique du véhicule? Et donc eux en fait savent retracer, voilà, il a été acheté à tel moment, il y a eu telle chose qui a été faite dessus, donc c'est déjà une belle piste pour voir si le véhicule a été correctement entretenu, s'il est fiable et autres. Donc voilà, appeler l'importateur, c'est important. Au niveau motorisation, je conseille souvent de ne pas acheter un véhicule avec trop peu de chevaux, parce que si vous êtes amené à faire des côtes ou partir en montagne, et il ne faut pas oublier que l'aménagement a un certain poids aussi, donc privilégier des véhicules avec minimum 80-85 chevaux d'après moi. Et voilà, c'est à peu près tout en tout cas pour ce qui est de l'achat. Au niveau du budget, c'est impossible ça de vous citer une fourchette parce que moi j'ai acheté le mien 4500. Je crois que j'ai eu quand même un peu de bol en plus sur ce coup-là. Et donc ça dépend beaucoup en fait de votre budget à vous. Et si maintenant vous avez les moyens de mettre 10 000 euros dans un véhicule ou même plus, si vous savez vous le permettre, allez-y. Je viens d'accepter quelqu'un qui est censé. Voilà. Bonsoir. Du coup, j'allais en fait montrer des photos de ton van, mais c'est vrai que tu es dedans. Mais bon, je peux quand même. Celui dans lequel je suis, c'est pas le véhicule avec lequel j'ai voyagé moi, parce que Ah, mon ok, véhicule avec lequel j'ai voyagé, je l'ai vendu l'année dernière. Donc je ne l'ai plus malheureusement, mais je vous ok. ferai un petit tour de celui dans lequel je suis, soit maintenant ou soit après, comme tu veux ça. On peut le faire après. Là, je vais plutôt Ok. montrer celui avec lequel tu as voyagé. Tout le monde voit ce que je partage? Enfin, Ouais, on oui, le voit en mode miroir là. c'est ça. Donc voilà, ça c'était l'intérieur. Exact. Et Alors, alors? celui-ci, c'est Ah, bon, voilà, ça c'est celui-là en l'occurrence, c'est vraiment le véhicule que j'ai utilisé du coup pour voyager. Celui que tu viens de montrer avant, c'est exactement le même, mais c'est le second en fait que j'ai acheté par la suite pour le mettre en location. Donc avec celui-là, j'ai pas voyagé, c'était pour le mettre en location à des particuliers pour partir en vacances, mais ils étaient très semblables l'un l'autre. C'était exactement les mêmes modèles, même type d'aménagement, donc ok. c'était fort semblable. Et ben, du coup, voilà, niveau aménagement du van, est-ce que tu dirais que c'est accessible à tout le monde? Et quels sont selon toi les éléments indispensables à retrouver dans un van? Est-ce que tu as aussi un schéma, on va dire, avec des étapes pour l'aménagement d'un van? Enfin voilà, parle-nous un peu de tout ça. Accessible à tout le monde à partir du moment où tu sais rouler en voiture, c'est que tu sais manier une scie et une visseuse. Donc oui, c'est clairement accessible à tous d'aménager son véhicule, même quelqu'un qui n'a strictement jamais bricolé. Il y a assez de ressources sur Internet, sur YouTube, dans des livres, ou même des connaissances à vous qui savent peut-être vous filer un coup de main. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'oser, hein, finalement, c'est comme ça que vous allez démarrer. Donc oui, accessible à tout le monde, ça clairement. Enfin, hommes, femmes, peu importe, c'est vraiment accessible à tous. Au niveau bon plan, il y a pas mal de tutos hein, qui traînent sur YouTube. Donc ça, franchement, même moi, finalement, j'ai commencé comme ça aussi, à regarder sur Internet comment les autres faisaient et puis faire des petites bêtises dans le mien. Et c'est en faisant qu'on apprend les éléments indispensables à retrouver dans un van. Du coup, ça n'engage que moi parce que c'est mon avis, mais le panneau solaire, je trouve que c'est vachement utile. Ça permet tout de même d'être autonome en électricité à peu près partout où on va. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'accessoire qu'il faut dans un véhicule. Ça induit du coup une batterie en plus, enfin tout un petit système électrique, mais c'est pas finalement si compliqué que ça à mettre en place. Il y a également un carnet de bord. Ça peut paraître un peu futile, mais le fait d'avoir un carnet, je trouve ça vraiment gai de pouvoir bêtement écrire. Dès que j'allais faire un plein, par exemple, je notais, ben voilà, j'ai fait un plein, il m'a coûté autant, j'ai mis autant de litres, je l'ai fait à autant de kilomètres, de kilomètres du coup, et donc j'ai vraiment tout le suivi de mon voyage au fil des mois.
Et après coup, là, je l'ai regardé du coup juste avant de faire ce petit webinaire. Et ça fait plaisir de revoir un peu du coup tout le parcours que j'ai fait. J'ai roulé plus de 14 000 kilomètres. J'ai dépensé 1200 euros de diesel en 6 mois. Enfin, voilà, je trouve ça marrant en tout cas de pouvoir écrire tout ça. Et puis au-delà de ça, j'ai écrit toutes mes rencontres. J'écrivais des petites recettes. J'écrivais un peu mes journées. Donc, enfin, c'était journal intime qui est finalement pas si intime que ça parce que j'ai aucun problème à le montrer. Mais donc avoir un carnet, je trouve ça vraiment top et d'écrire un maximum de choses parce qu'il faut se dire, dans 10 ans, vous allez potentiellement le réouvrir et vous allez être tellement heureux de pouvoir relire un peu tous vos récits que vous avez vécus. Donc, je trouve ça c'est vraiment sympa. Rien à voir, mais une pelle. Decathlon vend des pelles pliables. Je vous conseille vivement d'en avoir une parce que ça coûte pas cher du tout et ça peut vous sauver si vous vous enlisez, si vous vous ensablez. On reste rarement tout le temps sur des routes asphaltées en van. Dès qu'il y a des petits spots un peu sauvages, ça donne souvent envie d'y aller. Moi, ça m'est arrivé au Maroc du coup de m'ensabler et ma pelle m'a vraiment aidé. Donc, je trouve que c'est vraiment utile à avoir. Un autre accessoire qui m'a bien servi, c'est un accessoire, mais une paire de jumelles. Je trouve ça assez chouette de pouvoir observer les oiseaux qu'il y a autour de soi, le paysage. Enfin, voilà, c'est plutôt accessoire, mais je trouve ça assez sympa. Euh, donc ça, c'était plutôt pas dans l'aménagement même, hein, des choses un peu accessoires. Et sinon, au niveau des étapes d'aménagement, euh, la première, c'est un peu la préparation du véhicule. Donc, quand vous achetez, en partant du principe qu'on achète un véhicule d'occasion, il est rarement en très bon état à l'intérieur. Et vu que moi, la rouille, c'est un peu ma bête noire dans les vannes, la première chose que je fais, c'est vraiment démonter un maximum d'éléments pour voir s'il n'y a pas de la rouille dans certains endroits. Au cas où il y en a, eh bien, simplement tout bien nettoyer, dégraisser, acheter un pot de peinture anti-rouille et appliquer un maximum de peinture là où c'est nécessaire. Ensuite, c'est l'étape de l'isolation qu'il faut commencer. Ça, il existe plusieurs méthodes, hein, soit le liège projeté, l'Armaflex, c'est un peu les deux plus connus dans le secteur. Une fois que l'isolation est faite, moi généralement j'attaque le côté électrique, où du coup je tire en tout cas déjà mes câbles un peu partout pour les lumières notamment, les petites prises à gauche, à droite. Ensuite, c'est créer toute l'ossature, donc vraiment le squelette du van sur lequel va reposer votre futur habillage et la fixation des différents meubles. Cette étape, elle est vraiment pas à négliger parce que ben, c'est vraiment ce qui va tout fixer. Donc, si vous utilisez des tout petits bois tout fins ou autres, c'est potentiellement au premier freinage tout qui va s'arracher. Donc, il faut vraiment prendre des sections de bois de minimum 2 cm d'épaisseur. Et moi, je colle et en même temps, je visse ça dans la carrosserie du véhicule en faisant bien attention lorsqu'on vise de ne pas visser ça à même la tôle, sinon votre vis dépasse de l'autre côté forcément. Donc il faut visser dans les renforts du véhicule. Mais ça voilà, je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de bon sens et normalement l'erreur n'est pas censée arriver. Une fois que cette étape-là est faite, si on souhaite rajouter des fenêtres, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut le faire. Même, on peut faire ça même avant l'isolation, histoire de ne pas perdre trop de matériaux. Et ça, au niveau des fenêtres, il y en a vraiment une que je trouve indispensable, c'est le lanterneau. Le lanterneau, c'est ceci. C'est un peu l'équivalent du Velux, mais dans un van aménagé. Ça vous offre en fait un vrai puits de lumière. Là, en l'occurrence, j'ai juste 2 fenêtres arrière, j'ai un lanterneau et c'est vraiment ça qui apporte un maximum de luminosité dans le véhicule. Et ça évite de devoir allumer la lumière et donc de pomper aussi du courant sur votre batterie. Une fois que du coup l'habillage a été fait, ben, vous vous retrouvez avec un van tout nu dans lequel. Ouais, Antoine, tu sais remontrer le lanterneau parce que tu as bugué à ce moment-là, je crois. Et donc, du coup, on n'a ça pas marche. Voilà, ça ressemble à ceci. Ok, merci. Après, il en existe tout plein de modèles. Hein. Voilà, c'est un parmi d'autres. Une fois du coup que l'habillage a été fait, il y a aussi la question du plancher qui rentre en compte. Soit généralement d'origine, certains planchers sont déjà dans le van. Moi, à l'époque de mon Vito, je me suis pas cassé la tête à en refaire un nouveau. J'ai réutilisé celui qui avait d'origine et il a très bien fait l'affaire. Ici, dans le van dans lequel je me trouve, j'ai voulu un peu monter de gamme. Du coup, j'ai posé un vrai parquet dedans. Mais voilà, ça c'est un peu au choix.
Et une fois que du coup habillage et plancher sont faits, et bien là c'est plutôt l'étape d'aménagement pur, donc création du mobilier, faire le lit, faire les rangements, faire la cuisine. Ça implique du coup d'intégrer la gazinière si vous souhaitez une petite cuisine, et je pense que c'est indispensable hein, lorsqu'on veut voyager en van. Il faut prévoir du coup la place aussi pour la bonbonne de gaz. Si on a un système électrique, il faut prévoir la place pour la batterie également, qui est souvent assez volumineuse. Si vous souhaitez un frigo, même que moi perso, je conseille pas nécessairement. J'ai voyagé 6 mois sans frigo et j'ai vraiment toujours su le faire sans aucun problème. Ça implique de devoir faire des courses un peu tous les jours, mais ça faisait partie de ma petite routine journalière en tout cas. Euh, et voilà, je pense après le mobilier, c'est un peu à vous de voir comment vous procédez. Est-ce que vous achetez des panneaux de bois dans le commerce? Est-ce que vous faites ça avec du bois de récupération, avec des palettes? Enfin, il y a pas vraiment de limite. La seule chose à laquelle il faut faire un peu attention, c'est au niveau du poids. Mais généralement, sur votre carte grise du véhicule, il vous donne le poids à vide de votre véhicule et la masse maximale autorisée que vous pouvez y mettre dedans. Vous faites la masse maximale autorisée moins la masse du véhicule et vous avez du coup la masse disponible pour votre aménagement. Généralement, ça aussi entre 500 kilos et 1 tonne. Donc c'est vraiment très très large pour faire un aménagement assez sommaire finalement. Pas également oublier l'eau. Généralement, avec 20 litres, 30 litres d'eau pour une personne seule, c'est vraiment largement suffisant. Donc aussi un petit évier avec un petit robinet. Dans le mobilier, il faut également penser à votre table sur laquelle vous allez manger, peut-être travailler ou autre. Et essayer d'utiliser des matériaux qui vont quand même durer dans le temps, pas prendre. Moi, je travaille beaucoup avec du peuplier, par exemple, parce que c'est un bois qui est très léger. Le souci avec le peuplier, c'est vu qu'il est léger, il n'est pas très dense et donc il a tendance à se marquer très vite. Donc c'est un bois qui est pratique pour faire les intérieurs de meubles, vos étagères et autres, mais pour faire les façades, il aura tendance à s'abîmer assez vite. Donc peut-être privilégier du contreplaqué différent qu'on peut trouver dans le commerce, ou alors du bois de palette en sapin qui est plus gros, plus rigide, pardon. Pas négliger l'optimisation d'espace. Un van, c'est généralement 4 mètres carrés, 6 mètres carrés maximum. Donc, c'est pas grand-chose quand on y pense. Mais il y a vraiment moyen de tout y mettre et d'y vivre super confortablement. Mais il faut du coup optimiser l'espace. Et optimiser l'espace, c'est pas une expression de le dire, c'est vraiment utiliser le moindre centimètre carré, quoi. Donc, quand vous avez des gros renfoncements dans votre véhicule, parce que il est généralement un peu courbé, c'est essayer d'optimiser les renfoncements. Par exemple, moi, je l'ai fait ici dans le van là, il y avait des gros renfoncements dans les portes. Mais du coup, j'ai décidé de faire des petites niches dans mes portes pour l'utiliser en bibliothèque. Enfin voilà, c'est parfois un peu de tracas, mais je trouve que sur le long terme, c'est vraiment pratique d'utiliser un maximum de volume dans le véhicule. Et c'est des affaires du coup en plus que vous pourrez mettre par la suite. Top, c'était hyper complet. Et au niveau des démarches administratives, à quoi il faut penser quand tu comptes partir en van avant de partir? Ben, aujourd'hui, il y a un gros flou législatif par rapport aux vannes aménagées en Belgique. Euh, il y a pas, en France, il y a le statut VASP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une certification quand on veut aménager son van soi-même. Il y a tout un cahier des charges à respecter. Et ensuite, il faut aller au contrôle technique pour présenter tout ça et le faire valider. En Belgique, il existe quelque chose de semblable qui s'appelle l'autocaravane, que moi, personnellement, j'ai strictement jamais passé, parce que c'est une procédure qui coûte un peu d'argent, aux alentours de 1 000 € quand même. Et puis, en plus de ça, en fait, il n'y a pas vraiment d'utilité, je trouve, de passer en autocaravane aujourd'hui. Juste, il y a des normes de pollution aujourd'hui, les normes Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Et le fait de passer son véhicule en autocaravane, en fait, fait tomber cette norme de pollution. Donc, c'est le seul avantage, en fait, que j'y vois aujourd'hui à ce niveau-là. Mais donc, moi, je suis pas nécessairement un partisan de le passer en autocaravane. Et ça, c'est à la personne qui aménage son van de se poser la question de est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Il faut penser aussi que d'ici quelques années, les véhicules utilitaires diesel vont être un peu restreints. Que moi, à l'époque, il y a 3 ans, quand j'ai fait tout ça, on n'en parlait pas encore de trop. Donc, c'est voilà, un élément que j'avais pas trop pris en compte dans mon équation, mais qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans les nouvelles. Donc, voilà, ça, c'est un peu aux nouvelles personnes de choisir. Sinon, au niveau des assurances,
Pour le véhicule en lui-même, moi, j'avais souscrit une assurance, tout ce qu'il y a de plus classique chez mon assureur, mais j'avais bien par contre spécifié que j'allais voyager en Europe et au Maroc. Et donc, il m'avait étendu ma couverture. L'Europe, c'était d'office inclus, mais le Maroc, il m'avait mis une petite extension de garantie pour le Maroc. Et j'avais couplé ça avec une Europe Assistance. Également avec une extension pour le Maroc, au cas où j'avais un souci là-bas, eh bien, j'étais rapatrié, j'étais couvert pour je sais plus combien de centaines d'euros, enfin de milliers d'euros pour les frais hospitaliers. Si j'avais un souci avec le véhicule, il était remorqué jusqu'au garage le plus proche. Donc voilà, ça c'est toutes des choses qu'il faut faire parce que voilà, s'il y a un souci avec le van et que tu te retrouves dans la cambrousse et que tu sais rien faire, c'est un peu la merde. Donc il faut vraiment pas négliger ça. Et au niveau de la mutuelle, je pense que je les avais aussi prévenus que je partais à l'étranger pendant 6 mois et j'avais donné les pays que je traversais. Et je ne sais plus exactement ce qu'il m'avait donné, mais il m'avait donné en tout cas un papier. Donc je vous invite à prévenir votre mutuelle aussi que vous partez. Peut-être qu'ils vont vous renvoyer chez quelqu'un d'autre, mais prévenez en tout cas tous les organismes un peu officiels, vos assurances, votre mutuelle, et c'est tout en fait, que vous partez en voyage pour que eux fassent le nécessaire là-dedans. Ensuite, il y a aussi un peu les affaires à prendre lorsqu'on part. C'est toujours la grande question de faire un choix dans ces affaires. Étant donné qu'on vit dans un volume assez réduit, c'est qu'est-ce que je prends finalement? Moi, j'avais fait assez simple parce que je m'étais dit que finalement, si à un moment je manquais de quelque chose, ben, tu te retrouves jamais totalement déconnecté de la société moderne. Donc, il y a toujours la possibilité d'aller acheter les choses qui te manquent. Donc, voilà, j'avais pris niveau vêtements les classiques, hein, caleçons, des pantalons, t-shirts, pulls, vestes. Au niveau du lit, j'avais pris quand même une bonne grosse couverture, plus un petit sac de couchage assez compact, au cas où j'avais vraiment des nuits très froides, parce qu'à l'époque, dans mon van, j'avais pas de chauffage, et je suis parti en hiver, donc il faisait parfois vraiment très froid. Mais ça, c'est vraiment plutôt à vous de voir. Ça va dépendre de votre destination, du volume, enfin du rangement que vous avez aussi dans le van, et puis de votre personnalité aussi. Si vous aimez bien avoir tout plein de vêtements avec vous, ben, je pense que ça va vous suivre dans votre van aussi. Moi, je suis quelqu'un d'assez simpliste, donc j'avais pas besoin de grand-chose. Au niveau des paires de chaussures, j'avais des chaussures un peu plus randonnées, style Timberland. J'avais également une paire de chaussures de sport et des clapettes quoi, classiques. Et avec ces trois-là, pendant 6 mois, ça m'a largement suffi. Du coup, là, je pense qu'on a fait le tour de tout ce à quoi il faut penser avant de partir. Ouais. Ben, passons à pendant. Déjà, on va prendre la chose par le début. Explique-nous juste un peu ton itinéraire, parce que l'Europe, c'est quand même grand. Donc, quel pays tu as traversé? Ouais, c'est vrai que je mens un peu quand je dis que j'ai fait un tour d'Europe, parce que j'ai pas fait l'entièreté de l'Europe, loin de là. Je me suis contenté de l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire que j'ai d'abord en fait démarré donc de Waterloo. J'ai été pendant une semaine à Amsterdam parce que je suis parti le 11 novembre parce que ce jour-là il y avait un concert d'un de mes artistes préférés, Hans Zimmer, à Amsterdam. Donc j'en ai profité pour voilà me faire un début de voyage mémorable. Et donc je suis parti là-bas avec mon amoureuse à l'époque pendant une petite semaine, voir ce concert et puis un peu profiter avec elle. Ensuite, je l'ai redéposé ici à Waterloo. Et là, j'ai commencé vraiment officiellement ce trip en solo. Et j'ai débuté en longeant toute la côte nord française jusqu'à Saint-Brieuc. Donc, je suis passé par Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. Enfin, c'est assez simple. J'ai longé vraiment toute la mer du Nord jusque là-bas, Saint-Brieuc. Là, je crois que ça m'a mis à peu près 10-15 jours pour arriver jusque-là. Et je me suis fait la première réflexion, en fait, Antoine, t'es con de partir en hiver par là parce qu'il fait juste glacial. Il faisait entre 0 et -5 degrés, j'avais pas de chauffage, donc je me caillais les billes tous les soirs quand je faisais à manger, j'avais mes doigts tout durs. Enfin, c'était pas la best life là, sur le coup. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je vais un peu modifier mes plans. Je vais faire en fait l'inverse de ce que j'avais prévu à la base, parce que moi je voulais en fait initialement longer la mer, donc faire toute la côte nord française, puis arriver en Espagne, faire la côte nord espagnole, redescendre par le Portugal, aller au Maroc, faire le tour du Maroc, puis revenir par la Méditerranée et revenir en Belgique. Et donc là j'ai switché de sens et j'ai piqué vers la Méditerranée.
où là, je me suis arrêté. Enfin, j'ai traversé la France et c'était magnifique. Je suis passé par les Cévennes, coin génial à faire en van parce que c'est une étendue de forêt avec plein d'endroits géniaux pour se garer, des points d'eau, des chouettes collines pour faire des treks. Enfin, vraiment, les Cévennes, c'était très, très chouette. Et puis, je suis arrivé du côté de Avignon, où de là, j'ai longé vraiment toute la côte méditerranéenne jusqu'à Tarifa, en Espagne. Ça m'a pris à peu près, je pense, 1 mois et demi, 2 mois pour faire ça. Il y a eu les fêtes entre-temps, le Nouvel An et Noël. Pour Noël, je suis rentré 3 jours ici en Belgique, le fêter avec mes proches. Et par contre, le Nouvel An, je l'ai fêté à Barcelone et il était mémorable. C'était vraiment très, très, très sympa. Euh, En arrivant du coup à Tarifa, de là, j'ai pris un ferry pour aller jusqu'au Maroc. Et une fois au Maroc, là, j'ai longé également toute la côte atlantique jusqu'à Agadir. Et ça m'a pris plus ou moins, je dirais, 3 semaines, un mois pour faire tout ça. Puis ensuite, je suis remonté par les terres, par l'Atlas. C'est la chaîne de montagnes qui traverse le Maroc. Et là, du coup, j'ai pris, je pense, un mois pour le faire. Et puis, malheureusement, le Covid est arrivé et donc j'ai dû en fait rentrer un peu plus tôt que prévu. Et donc là, j'ai entamé le voyage du retour où là, en fait, j'ai fait un Maroc-Belgique en 4 jours. Alors que j'avais mis 4 mois et demi pour le faire juste avant. Donc c'était assez perturbant de faire en fait de la route à fond de balle et de rouler. Ce qui était très perturbant aussi, c'est qu'il y avait strictement personne sur la route. Donc je me suis arrêté dans des grosses villes comme Barcelone, Madrid, et il y avait mais pas un chat dans ces villes, alors que 1 mois ou 2 auparavant, j'y étais et que ça pullulait de monde partout, quoi. Donc c'était un contraste assez particulier à vivre, étant donné qu'on savait pas trop ce que c'était à l'époque le Covid. Bon, moi, j'étais pas très inquiet à ce sujet-là. J'avoue que je m'en foutais un peu pour le coup. Et je trouvais ça juste choquant de voir qu'un monde pouvait à un moment se couper comme ça complètement. Ben voilà, c'était à peu près l'itinéraire que j'ai fait. Ça a comporté la France, l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, et puis ces pays-là à l'inverse, du coup, pour rentrer. Ok. Et est-ce que dans les pays que tu as fait, il y avait des démarches particulières pour rentrer en van? Alors, pour les pays européens, il y a du coup ceux dans l'espace Schengen. Du coup, ça, il n'y a aucun souci. Je me suis fait arrêter à quelques reprises aux douanes, mais c'était en fait parce que sur le toit de mon van, on va peut-être le voir dans les photos qui suivront, j'avais un tube noir et ce tube noir en fait me servait de stock d'eau. Et les douaniers à chaque fois pensaient que j'étais un contrebandier ou autre. Donc il y en a même un qui est venu avec une caméra voir si j'avais pas quelque chose dedans. Il y en a un autre qui l'a vidé complètement. Enfin voilà, où il tapait dessus. Mais sinon, en termes de démarche à proprement parler, au Maroc, tu dois aller à la douane pour te faire un visa simplement. Mais c'est pas du tout contraignant. Je veux dire, c'est même pas payant dans mes souvenirs, ou si ça l'est, en tout cas, c'est pas grand-chose. Et à Gibraltar, vu que c'est une enclave britannique, mais là par contre je suis pas rentré avec mon van, mais il y a tout le processus où tu dois montrer ton passeport, tu dois te faire contrôler, tu te fais fouiller, mais voilà, c'est pas contraignant non plus. Et ça vaut la peine d'aller faire un tour à Gibraltar parce que on en a tous déjà entendu parler, mais le fait de se retrouver là-bas, c'est assez marrant et c'est une ville qui est construite autour d'une grande montagne. C'est vraiment, enfin, d'un immense rocher, c'est méga impressionnant, c'est minuscule. Et enfin voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, ça vaut la peine. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu une journée type parce que tu parlais de ta petite routine et nous dire un peu comment ça se passait du coup pour rencontrer des gens, pour dormir, te laver, enfin voilà, parler un peu de tes journées. Ben, c'est difficile de donner une journée type, mais globalement, je me réveillais le matin jamais trop tard. Je mettais un réveil au plus tard vers 9 heures. Je me chillais un peu dans mon van, déjeuner, me faire mon petit café, aller me balader sur le spot. Parce que généralement, j'arrivais sur mes spots de nuit. Du coup, c'était toujours la surprise le matin de découvrir l'endroit dans lequel j'étais. Et puis, généralement, je m'y prenais. Enfin, moi, je suis un improvisateur, donc je prépare rien du tout. Et j'utilise simplement une application qui s'appelle Park 4 Night, qui répertorie pas mal de spots pour dormir, que ce soit des parkings publics, privés, payants, ou alors plutôt des spots sauvages. Et elle est vraiment très pratique.
Et en plus, on a la possibilité de commenter les spots, de les noter, d'en rajouter aussi. Donc, c'est collaboratif, c'est sympa. Euh, Ensuite, j'essaie toujours de faire à minima une activité sur ma journée. J'entends aller visiter un musée, enfin aller rencontrer des gens, mais enfin une organisation, une association, enfin voilà quelque chose d'un minimum productif. Euh, Puis ensuite, j'aimais bien finalement, j'avais pris mon vélo aussi avec, que j'ai fini par me faire voler, mais pendant trois mois et demi en tout cas, je l'ai eu, donc j'en ai pas mal profité. Donc beaucoup de balades à vélo, beaucoup de balades à pied aussi, des treks. Enfin, généralement, quand j'allais me garer à certains endroits, je faisais en sorte qu'il y ait soit du coup des activités à faire autour, ou alors un endroit où je pouvais aller me balader. Et donc je partais pendant 3-4 heures avec mon sac à dos, de quoi bouffer, et je partais un peu à l'aventure, avec mon appareil photo aussi notamment. Euh, Puis généralement le soir, si je restais au spot même, j'essayais de trouver un endroit où je pouvais aller faire des petites courses pour mon repas du soir. Si je devais reprendre la route pour aller au spot suivant, généralement je reprenais la route vers 18 heures. Je roulais 1 heure, 1h30 par jour maximum. J'arrivais à un endroit, j'allais faire mes courses, puis je cuisinais. Je me posais un peu pour manger, j'appelais un pote ou deux pour prendre des news. Puis ensuite, je sortais souvent, j'allais boire un verre dans des bars, j'allais un peu me poser à gauche, à droite. Enfin, voilà, c'était. Je pense que j'ai pas une journée en soi qui se ressemblait, mais c'était globalement à peu près ça. Vis-à-vis des rencontres, le fait d'être seul, je pense que tu fais beaucoup plus de rencontres que quand tu es à deux, parce que quand tu es à deux, finalement, tu te contentes de rester avec la personne qui t'accompagne, que quand tu es tout seul. Je suis quelqu'un d'assez sociable, et du coup, dès que j'étais de sortie, si je voyais quelqu'un d'autre qui était tout seul, j'allais me poser près de lui et j'hésitais pas à lui parler. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de rencontres grâce à ça. J'étais également sur un site, pas un site, un groupe Facebook de Van, sur lequel de temps en temps je mettais par exemple, ah ben voilà, dans mon itinéraire, je passe par telle ville, telle ville, telle ville. Si certains d'entre vous vivent là, on peut aller boire un verre ensemble ou autre. Et j'ai fait quelques très chouettes rencontres, et notamment des personnes avec qui j'ai encore contact aujourd'hui comme ça. Donc c'est vraiment cool. Et tu peux juste donner le nom du groupe Facebook? Je pense que c'est Van Life Belgique. Mais ça, du coup, c'est pour la Belgique. Mais sinon, attends, c'est Van Life France, peut-être. Enfin, il en existe, mais tellement, et avec des milliers de membres. Hein. Donc, je pense que peu Ouais. importe celui que tu prends, finalement, tu vas toujours trouver quelqu'un qui pourra même t'héberger, t'offrir une douche ou autre, ou bêtement un petit moment sympa, convivial ensemble. Mais il y a beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux qui traitent du van. Ok, merci. Vis-à-vis du coup du dodo, moi j'utilisais, comme je l'ai dit, l'application par Fortnite, mais pas que. Je me fiais beaucoup à mon instinct. Si à un moment je voyais un endroit qui me semblait opportun pour y camper la nuit, j'allais me garer. Euh, Parfois c'était en plein centre-ville, dans des parkings remplis de voitures, mais parce que j'avais pas d'autre solution, parce que le lendemain je voulais rester dans cette ville et que j'avais pas envie de me garer en périphérie, puis le matin devoir reprendre la voiture. Donc ça m'est arrivé parfois de dormir sur des parkings de supermarchés. Vu que mon van d'extérieur était assez discret, finalement personne ou presque savait que je logeais là-dedans. Euh, mais c'était ouais, principalement instinct. Et puis c'est vous qui devez le sentir en fait. Si il y a un endroit où vous dites bah tiens, je vais dormir là, vous essayez, et au pire si vous n'avez pas le droit, il y a bien quelqu'un qui finira par vous le dire, et vous irez voir ailleurs. Mais voilà, c'est un peu, je pense, au cas par cas et à l'instinct. Et par contre, ce que j'insiste vraiment, c'est peu importe où vous allez, quand vous partez, laissez vraiment aucune trace. Il faut pas qu'on sache que vous êtes venu, simplement par respect pour le spot. Hein. Enfin, il y a pas d'autre raison. Mais reprendre tous ces déchets, enfin, c'est du bon sens pour moi. Mais je vois que, enfin, j'ai déjà vu tellement de spots souillés que j'insiste de vraiment toujours bien respecter les endroits dans lesquels vous allez. Au niveau de la douche, moi j'avais du coup un tube sur le toit de mon van. Il y avait 25 litres d'eau dedans, en plus des 25 litres d'eau que j'avais dans mon van. Et cette réserve d'eau, elle me permettait de faire ma vaisselle, de prendre du coup aussi une douche. En hiver, l'eau était en fait à la température qu'il y avait dehors. Hein. Donc quand il faisait 0 degré, elle devait peut-être en faire un ou deux. Donc ça m'est arrivé de prendre des douches très spartiates. C'était pas les meilleures. Mais à ce qui paraît, l'eau froide est bonne pour la peau. Donc voilà, je me disais ça dans ma tête, enfin, voilà, je subissais plutôt. Mais ce qui m'est arrivé aussi à pas mal de reprises, c'est d'aller, par exemple, dans des piscines municipales et d'aller me présenter à la réception
et de dire voilà, bonjour, je m'appelle Antoine, je fais un voyage en van, je suis parti de Belgique, je cherche un endroit où je peux me laver, est-ce que je pourrais profiter de vos installations? Je suis même prêt à vous payer un peu s'il faut. Et on m'a pas mal de fois accepté comme ça. J'ai fait la même chose dans certains Basic Fit qui m'ont aussi accepté. Donc, c'est ce que je dis tout le temps, il faut oser demander et les 9 dixièmes du temps, les gens sont super sympas et vont accepter. Je parie qu'on pourrait même aller sonner chez des inconnus et dire voilà, je voyage et qu'ils accepteraient encore de t'offrir une douche. Donc voilà, pour la douche, ça a jamais vraiment été très contraignant comme chose à faire. Ensuite, pour ce qui était de l'eau potable, ça, il y a aussi tout un tas de solutions. Déjà, celle que je viens de vous citer, vous pouvez leur poser la question pour l'eau, est-ce que je peux venir remplir mon bidon d'eau à votre évier? Ou alors ça, je pense que si vous allez sonner chez des gens, ils vont être beaucoup plus conciliants à l'idée de vous donner de l'eau potable que de vous donner une douche. Donc ça, il ne faut pas avoir peur d'aller sonner pour ça. Et sinon, dans les cimetières aussi, il y a toujours un robinet pour aller arroser les plantes et les fleurs. Donc, ça m'arrive à plusieurs reprises d'aller dans des cimetières pour remplir mes bidons d'eau. Et au niveau des repas, comme je le disais, je faisais mes courses au jour le jour. J'avais une petite cuisinière avec deux feux. Euh, la marque, je vais vous la donner parce que je les trouve vraiment sympas. C'est la marque Cadac, donc Cadac. Je suis absolument pas actionnaire de leur entreprise, mais elle est vraiment très chouette parce qu'elle coûte pas très cher. Et l'un de leurs modèles propose des planchas. Et donc, ces deux planchas, en fait, on peut les utiliser comme des poêles, et donc ça évite d'avoir beaucoup de vaisselle, et elles sont vraiment très pratiques. On peut l'utiliser aussi du coup comme petit barbecue parce que c'est une gazinière qui est amovible. Et moi, je suis un grand fan de cuisine, et ce voyage m'a vraiment permis, je pense, de déjà encore plus apprécier cuisiner. Et en fait, j'ai vu un peu l'importance de bien manger. Ça demande un peu de temps, effectivement, de préparer à bouffer, mais c'est gratifiant une fois que tu as ton assiette devant toi, de dire purée, c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, ça m'a encore plus donné envie, finalement, de continuer à faire de la cuisine, même aujourd'hui. Donc voilà, c'était pas quelque chose qui me dérangeait tous les jours. Je pense avoir fait globalement le tour à ce propos. J'allais dire, ouais, on a, je pense, fait le tour. Et est-ce que du coup, enfin non, je vais le dire, tu ne parles pas anglais. Est-ce que ça a posé un souci pendant ton voyage pour certaines rencontres, certaines situations ou pas? Ben, ça m'a pas posé de problème en tant que tel. Par contre, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frustré parce que du coup, oui, j'ai appris l'anglais en secondaire, mais c'est rentré par là et donc j'ai pas assimilé grand-chose. Encore aujourd'hui, je parle toujours pas anglais. Et en fait, parfois, je rencontrais des gens qui semblaient géniaux. Et simplement, ben, je savais pas communiquer avec eux parce que je parlais pas anglais. Et donc ça, effectivement, ça me frustrait beaucoup. Après, j'ai peut-être eu une bonne étoile parce que j'ai rencontré énormément de francophones. En France, logique. En Espagne, quelques-uns. Au Maroc, finalement, les Marocains, il y en a beaucoup d'entre eux qui parlaient français. Donc, ça m'a pas non plus posé trop de problèmes de ne pas savoir parler anglais. Je crois que si dans tous les pays que j'ai fait, c'est vraiment l'Espagne dans lequel où j'ai été un peu le plus solitaire parce que là-bas, ils parlaient soit espagnol, soit anglais. Et vu que je gérais aucun des deux, ben, j'étais un peu voué à moi-même, quoi. Mais ça m'a pas dérangé. À part frustré de temps en temps, ça m'a vraiment jamais posé de problème. Et quand j'avais vraiment des situations où j'avais besoin de l'anglais, ben, j'avais un abonnement de téléphone. Enfin, vu qu'il n'y a plus de frais de roaming en Europe, tu peux très bien acheter un abonnement belge illimité et l'utiliser en France, en Espagne. Au Maroc, par contre, ça, c'était pas valable. Mais du coup, j'ai acheté une carte SIM marocaine et elle a très bien fait l'affaire pendant 2 mois. Et donc, j'utilisais Google Trad simplement quand j'en avais besoin. Ok. Bon, le timing devient un peu serré, donc je vais directement aller au point après le voyage pour que tu nous expliques un peu ce que tu fais aujourd'hui et qui est en fait bien en lien avec ton voyage. Du coup, à mon retour de ce voyage, ben, avec le Covid, on est tous un peu restés à la maison à rien faire. Et déjà, durant mon voyage, je m'étais dit, il faut que je fasse profiter d'autres personnes de cette expérience-là. Et donc, durant tous ces mois-là, dans mon carnet, justement, mon petit carnet de bord, il y a pas mal de pages qui développent mon idée de location de van que je voulais mettre en place à mon retour. Et donc, à mon retour de voyage, j'ai décidé de lancer une petite boîte qui s'appelle Van Life Travel, qui
permet du coup de louer un van. À l'époque, c'était le véhicule avec lequel j'ai voyagé. Donc c'était vraiment sympa parce que moi qui avais vécu 6 mois dedans, j'étais trop heureux de pouvoir le faire voyager avec d'autres personnes. Et ça a très bien fonctionné. Parce qu'avec le Covid, les gens ne pouvaient plus prendre l'avion, ne pouvaient plus trop se déplacer. Et donc, c'était un très bon moyen de découvrir la Belgique. Et donc, moi, à la base, je proposais des petits itinéraires sur mesure pour découvrir la Belgique en van. Euh, Ça a tellement bien cartonné que pendant 3 mois, j'ai presque pas vu mon véhicule. Et j'ai eu l'occasion du coup d'en acheter un deuxième avec un copain. On a aménagé ce véhicule-là et on a continué du coup à le mettre en location. Et puis l'aventure a continué à grandir. J'ai su en acheter un troisième, celui dans lequel je me trouve du coup actuellement. Et l'an dernier, j'ai décidé de vendre les deux autres pour voilà, faire un petit roulement dans ma flotte. Et ce qui arrivait régulièrement, c'est que mes locataires en fait me disaient bon ben Antoine, tu nous as convaincus, on veut acheter un van maintenant, on adore l'aménagement que tu as fait. Est-ce que une fois qu'on a acheté le véhicule, on peut venir te le déposer et tu nous l'aménages? Moi, je t'ai écouté, je bricole devant ma maison, j'ai une deux façades, donc je bricole littéralement sur le trottoir. C'est un peu compliqué pour moi de venir prendre votre véhicule et de l'aménager. Ben, donc là, je me suis dit, ben, en fait, il y a clairement un business entre guillemets à créer autour de ça. Et donc, je me suis mis à la recherche d'un espace, enfin d'un atelier. Donc après 2-3 mois de recherche, je suis tombé sur un immense atelier à Overace. C'était un projet de plusieurs entreprises qui voulaient créer une colocation de professionnels. Et donc on a monté il y a 2 ans de ça, même un peu plus maintenant, une colocation pour professionnels à Overace dans un bâtiment qui fait à peu près 800 mètres carrés, où on a chacun nos espaces privés et des espaces communs avec nos machines, où du coup on mutualise beaucoup de choses. Et ça a été vraiment une expérience incroyable et où je proposais mes services pour faire du placement de fenêtres, de chauffage, d'embasses pivotantes, de créature pour le mobilier, d'isolation. L'électricité, malheureusement, je ne suis pas électricien et donc ça, je ne peux pas vendre mes services dans ce secteur. Donc, disons que je peux accompagner les personnes à sélectionner le matériel, mais je ne peux pas mettre les mains dans le cambouis pour faire les installations. Et voilà, donc j'ai vraiment lancé tout un truc autour du van aménagé. Je propose des services pour accompagner les gens aussi quand on se pose souvent beaucoup de questions et donc j'aide les gens à un peu y voir un peu plus clair dans ce qu'ils souhaitent faire dans tout ça. Et pour la suite, tu vois ça comment? Ben là, j'ai du coup récemment quitté l'atelier à Overace pour déménager mon atelier ici à Waterloo. Et donc là, je suis occupé d'un peu transposer l'idée d'Overace ici à Waterloo, donc de créer un atelier partagé, soit pour rien avoir vis-à-vis des vannes aménagées, mais un privé qui veut venir bricoler, il pourrait venir le faire dans mon atelier. Et il y a également une formule pour des autoconstructeurs qui souhaitent venir aménager leurs vannes eux-mêmes, mais qui n'ont pas du coup d'endroit pour le faire, peuvent venir à mon atelier pour aménager leur van avec mon outillage. Et pour la suite, eh ben, c'est continuer à proposer mes services là-dedans, continuer à proposer des vannes à la location et de temps en temps également à la vente. Puis j'ai tout un tas d'autres projets sur le côté qui n'ont strictement rien à voir avec les vannes et dont je peux vous parler pendant des heures, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà, le secteur du van, il est en plein boom aujourd'hui. Et c'est pour moi un secteur qui a beaucoup d'avenir et qui a surtout beaucoup de sens parce que ça peut faire, là prochainement, par exemple, je travaille avec un étudiant qui va aller étudier aux Pays-Bas et qui va faire son cote dans son van, par exemple. Donc, ça répond à tout un tas de solutions, enfin de problèmes plutôt, parce qu'aux Pays-Bas, actuellement, il y a une grosse pénurie de logements ou alors ils sont extrêmement chers. Et donc, coter dans son van, finalement, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui travaillent aussi dans le véhicule. Donc, il y a moyen de faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans un van aménagé. Et ça amène aussi la sobriété dans sa vie, parce qu'on apprend à vivre avec moins. Et du coup, je pense que c'est toute une dynamique que finalement on applique aussi dans sa vie tous les jours. Et donc, je pense que la vie en van voilà, est vraiment très, 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 très chouette et a beaucoup de sens. Ben, merci beaucoup, parce qu'il reste 10 minutes. Mais du coup, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez activer votre micro ou les poser dans le chat si vous n'avez pas de micro, ou alors il n'y a pas de questions parce qu'Antoine a été super complet, c'est possible aussi. Eh bien, je dirais que tu as été super complet, Antoine. Tant mieux. Ah, il y a une question. Tu la vois? Ouais, alors attends.
Que se passe-t-il lors du contrôle technique si ce n'est pas classé autocaravane et si on casse la cloison entre la cabine conducteur et l'arrière? Est-ce facile à faire passer au contrôle technique? Alors la cloison, j'en ai encore parlé aujourd'hui avec un client. C'est pas du tout une obligation de la garder. Là où en fait il faut avoir quelque chose, c'est ce qu'on appelle un bloc charge. Un bloc charge, c'est hop. Alors moi il est ici. En fait, ouais, c'est vrai qu'on va pas le voir avec le meuble, mais presque tous les véhicules, lorsqu'on retire la cloison, moi en fait ici du coup je l'ai retiré, je l'ai même découpé en deux. Mais il faut savoir que la cloison, elle est en option quand on achète son véhicule, donc elle n'est pas du tout obligatoire et votre contrôle technique ne va pas du tout être refusé si vous n'en avez pas. Mais il faut garder toujours une hauteur de minimum 20 cm entre le plancher du véhicule, donc par terre, et le début des sièges. Mais dans en fait tous les cas, les constructeurs mettent ce bloc charge d'origine, donc il n'y a aucun problème à retirer totalement la cloison du véhicule. Ça ne va pas poser de soucis pour le contrôle technique. Je vois que Benoît a posé une autre question. As-tu un avis sur l'aménagement d'une remorque? Question pratique, voiture de 5 mètres plus remorque de 3 mètres. Je pense, enfin, j'avais déjà pensé à aménager une remorque. Oui, moi, enfin, en tout cas, techniquement, c'est clairement faisable. Par contre, voyager en mode voiture plus une remorque de 3 mètres, je vois pas trop. Enfin, je serais curieux de savoir où est ton intérêt finalement là-dedans et pourquoi pas prendre directement une camionnette pour l'aménager et du coup avoir tout derrière plutôt que d'avoir une remorque qui te suit. Mais en tout cas, oui, c'est possible. J'ai un client qui l'a déjà fait. Ça, si tu veux, je peux t'envoyer des photos en privé. Je vais donner après, je vais écrire dans le chat mon adresse mail. Hops. Mais c'est vrai qu'une remorque d'occasion, ça coûte pas grand-chose et il y a moyen de l'aménager, mais je trouve que c'est pas nécessairement le plus pratique, perso. Après, tout dépend, voilà, ce que toi finalement tu souhaites durant ton voyage. Ouais, j'ai coupé parce que je me suis dit que tu montrais en fait et c'était peut-être plus simple de point de vue manœuvrabilité et accès. Je crains que ce soit compliqué. Cependant, j'ai déjà la voiture et la remorque. Ah, ok, ok. Ouais, ben, niveau manœuvre, ça c'est de l'entraînement. Accès, finalement, ta remorque, techniquement, elle ne sera pas plus large que ton véhicule. Donc là où ton véhicule passe, ta remorque est censée passer. C'est juste que oui, moi je trouve que c'est pas le plus pratique de voyager avec voiture plus une remorque derrière. Si maintenant tu les as déjà, je comprendrais que tu veuilles aménager ta remorque et partir avec ta remorque, mais c'est faisable. D'après moi, en tout cas, c'est faisable. Ben, j'espère que je vous aurai appris des choses et que je vous aurai donné envie aussi de voyager en van. N'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit email, vous m'appelez, c'est avec plaisir que je vous réponds. Et voilà. Ben, j'allais dire merci beaucoup Antoine. C'était super cool et super complet. Tu as donné tous les contacts qu'il fallait et tout le monde te dit merci. Donc voilà, encore merci et ben, bonne Merci à soirée. vous d'être venus. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée.